Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette nouvelle série. Waouh, ça commence bien. On va commencer. Tu le mettras au montage, ça va bêtisier. Oui, toujours. Salut, c'est Steven, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des immopreneurs rentables. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien qui va nous partager son parcours. Justement, il va nous expliquer comment il a réussi à créer sa vie sur mesure grâce à l'investissement immobilier, mais aussi grâce à l'entrepreneuriat. Donc, merci à toi, Julien, de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Avec plaisir. Voilà, nous partager ton parcours. Justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, carrément. Tu l'as dit, hein, je m'appelle Julien Loboda. Moi, je suis investisseur depuis 2012 maintenant. Ça commence à faire un petit moment, tu vois. Investisseur IMO spécialisé, pour la faire courte, dans les immeubles de rapport. Et la stratégie que j'aime bien mettre en place dans ces immeubles, c'est quelque chose que tu connais, hein, la location courte durée, pour 1000 raisons. Donc voilà, moi ça fait 10 ans que j'ai investi maintenant et comme tu l'as dit, j'ai aussi une activité j'ai aussi une entreprise qui fait de la formation, du coaching, de l'accompagnement en fait à l'investissement immobilier depuis 2016 pour le coup. Okay. Et le but étant comme tu as dit, de se créer une vie sur mesure, mais aussi de pouvoir partager et enseigner aux personnes qui ont aussi envie de changer de vie. Moi j'aime bien dire créer leur liberté, tu vois, avec l'investissement immobilier. Et c'est de les aider en fait à faire ce petit bout de chemin, quoi. Ok, nickel, super. Et du coup, pour aller plus loin dans ton parcours, parce que là, donc, on a vu rapidement, donc tu as partagé ça depuis 10 ans que tu fais de l'investissement immobilier. Comment est venu le déclic de l'investissement immobilier pour toi? Alors, ouais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement. Il y a 10 ans, en fait, si tu veux, je démarrais dans la vie pro. Ça faisait 2-3 ans que je bossais et j'avais franchement pas un salaire de fou. Je tournais à 1500-1600 euros par mois pour 5 ans d'études, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, il y a un truc qui va pas. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, tout connement, je crois que j'ai tapé sur internet comment devenir riche ou tu vois un truc à la con comme ça, mais parce que en fait j'en avais marre de galérer à la fin du mois, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'investissement, création de richesses, les revenus passifs. Okay. Et l'IMO en fait est le truc qui m'a le plus parlé. Tu vois, enfin voilà, ça a un peu démarré comme ça. Et tu as commencé par quoi justement? Tu as eu ton premier déclic? Est-ce que justement, avant de rentrer dans les détails de par quoi tu as commencé, c'était quoi le but quand tu t'es lancé dans l'IMO? C'est parce que tu te plaisais pas dans ton travail? Tu avais volonté de justement créer ton patrimoine, ton indépendance financière? Qu'est-ce qui a fait que tu te lances? Le déclic, non en fait, l'IMO vraiment, moi j'ai commencé par faire un peu de bourse, enfin de l'IMO côté en bourse, précisément. Donc c'est de l'IMO mais papier, tu vois. Je me suis dit vas-y, je vais créer, l'idée c'était vraiment d'avoir des revenus alternatifs, tu vois, un complément de revenus et puis à terme de plus être dépendant d'un travail. Et le déclic en fait, bon c'est pas forcément une histoire très joyeuse, c'est que moi j'ai perdu mon père en 2013 et à 52 ans, tu vois, donc pas vieux, et le truc qui m'a mis une claque, c'est de me dire wow, en fait mon père avait beaucoup de projets qu'il n'aura jamais le temps de réaliser. Et, enfin je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais tu sais, à un moment tu te prends vraiment le truc dans la tronche à te dire il est hors de question que j'attende la retraite pour, tu vois, pour faire les trucs dont j'ai envie et pour vraiment profiter de la vie. Et c'est ça qui a été le déclic. Ok, maintenant comment tu fais concrètement pour dans quelques années ne plus être dépendant d'un travail pour vivre et donc pouvoir faire ce que tu veux de tes journées. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré en fait. D'accord, donc c'est même pas forcément le fait que tu te plaisais pas dans ton taf, c'est qu'à un moment tu as eu vraiment le déclic à te dire je veux pas passer à côté de mes rêves. Ouais, c'est ça. Et déclic, créer ton indépendance financière ou créer des revenus complémentaires aussi. Et du coup, tu es parti sur le choix de l'immobilier par choix direct immobilier ou tu es passé par autre chose avant? Je te dis un petit peu de bourse, mais l'immobilier très vite s'est imposé parce que tu sais qu'il y a plusieurs piliers d'enrichissement, de création de revenus passifs. La bourse c'est hyper efficace, mais c'est long parce que tu peux investir que de l'argent que tu as. Et je me suis dit à un moment donné, il faut que j'aille plus vite. Et pour aller plus vite, je me sentais pas encore vraiment créer une entreprise, développer un business. Et en fait, naturellement, j'ai basculé sur l'IMO. J'avais pas encore dans l'idée de quitter mon boulot. Moi, j'étais pas dans au début, en tout cas, je faisais pas partie de ces personnes qui aimaient pas leur boulot. Tu vois, j'aimais vraiment ce que je faisais, donc je me disais comment tu peux te créer des revenus et concilier ça avec un travail salarié. Et je me suis dit en fait, l'IMO, l'effet de levier, tu vois, de l'enrichissement, ça m'a l'air d'être une bonne solution.
D'accord. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé avec l'IMO en fait. Et l'anecdote que je raconte souvent, c'est que en 2012, du coup, j'étais locataire d'un appartement pour lequel le propriétaire était, j'aime pas le terme, mais tu vois, il vivait de ses loyers quoi en fait. Ouais, le rentier. Hein. Ouais, le rentier, j'aime pas le terme parce que ça, pour moi c'est connoté. Tu fous rien, quoi, tu vois, alors c'est pas le cas quoi. C'est pour ça que j'aime pas. Je préfère dire libre financièrement, tu vois, ou vivre de ses loyers. Sauf que le mec il avait 45 ans, tu vois, pas plus quoi. Et là tu te dis, attends, comment. Tu vois, merde, comment ce mec qui a 45 ans, il peut avoir des biens immobiliers avec des crédits en cours et quand même en vivre, tu vois. Et c'est de là que c'est parti. Et en fait, c'est pour ça, avec le recul, que je suis parti dans la direction de l'IMO. Parce que tu dis, c'est le truc qui m'est venu, vas-y, je plonge, quoi. Ouais, donc en fait, c'est ça. Donc il y a eu deux déclics. Il y a la période un peu tragique que tu as connue, plus le déclic de voir une personne à cet âge-là qui vivait de ses revenus locatifs. Là, tu t'es dit, ok, je me lance dans l'immobilier, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place à partir de là? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Moi, j'avais deux gros préjugés sur l'IMO, les impayés de loyer et les locataires qui cassent ton appart. Je pense que la plupart des gens, c'est ça. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis longtemps, pendant 2 ans, je me suis privé d'investir dans l'IMO parce que j'avais cette crainte-là. Ouais. Et puis en plus de ça, à l'époque, j'habitais en région parisienne avec des prix de l'immobilier qui déjà, il y a 10 ans, étaient extrêmement chers, tu vois. Et puis c'est un jour, j'étais en vacances sur la côte atlantique. Ma mère habite là-bas, elle a pris sa retraite là-bas. Je passe devant une agence IMO et je vois les prix de l'immobilier. Ça peut paraître con, hein, mais et je me rends compte que c'est pas du tout les mêmes qu'à Paris, tu vois. Ouais. Et en fait, comme tout bêtement, comme plein de gens, je pense, je me dis, en fait, je pourrais m'acheter un truc ici, tu vois. J'ai les moyens, quoi, tu vois, versus. Et en fait, le truc est parti de là. Et dans la même journée, je me suis dit, en fait, tu fais, attends, en fait, je pourrais acheter un truc en bord de mer, le mettre en location saisonnière, parce qu'il y a de la demande. Donc j'aurai un bien, j'élimine les impayés de loyer et j'élimine les locataires qui saccagent. T'es jamais à l'abri complètement, mais bon, globalement, voilà. Et en fait, en une journée, j'ai fait sauter tous les verrous, toutes les barrières que je pouvais avoir, tu vois, qui jusque-là me freinaient dans l'investissement. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé dans la location saisonnière, en fait. Voilà. D'accord. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, en fait. Ok, du coup, donc c'est ça. Donc, au final, en plus, c'est dingue comment ça arrivait. Donc, ça arrivait un peu par hasard, comme ça, sur une opportunité que tu as vue. Et tu t'es dit, c'est possible. Et tu as décidé de te lancer dans la location saisonnière directement. Qu'est-ce que tu as fait comme type de projet? En fait, alors la ville, je la connaissais parce que j'y étais allé plusieurs fois en vacances dans le passé. Et j'y étais allé en tant que client location saisonnière. Donc, je savais qu'il y avait de la demande, tu vois. Après, voilà, j'ai fait 2-3 démarches, tu vois, appeler l'office du tourisme, valider 2-3 points. Mais finalement, avec le recul, je me rends compte que c'est peut-être aussi l'insouciance, tu vois. Mais c'est allé relativement vite. J'ai pas fait 1000 études de marché. Voilà, je suis parti en visite relativement rapidement à partir du moment où, pour te la faire courte, hein, le premier bien immobilier physique c'est 2014, c'est à l'été 2014, au mois de début août, tu vois, que j'ai ce déclic dont je viens de te parler. Fin du mois d'août, je commençais à faire des visites. Septembre, j'avais trouvé le bien, quoi. Énorme, en même pas 2 mois, tu as le déclic, tu as les visites et c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc tu t'es lancé premier bien, un seul bien du coup que tu as acheté? Un seul bien, ouais, un appartement, ouais. Donc du coup, tu as décidé de te lancer dans la location saisonnière, location courte durée. Est-ce que tu n'avais pas forcément des craintes? Parce que souvent, quand on se lance dans ce type de projet, si c'est en plus un projet qui est à distance, je ne sais pas si tu habitais sur place, tu n'avais pas des craintes avant de te lancer dans ce type de projet? Ouais, si, j'en avais quand même pas mal, mais c'est là où je te parle d'insouciance et avec le recul, je me dis. Ouais, quand même, j'étais assez insouciant. La distance, j'habitais Paris. Ouais. Le bien était à 500 km sur la côte atlantique. Donc déjà, pas facile. Les craintes que j'avais, c'était... tu as 1000 questions qui te passent par la tête, mais je pense que tu les as eu aussi. Tu vois, quelle taille de bien, quel emplacement, quelle prestation, est-ce qu'il faut une piscine, pas de piscine, on est en bord de mer, est-ce qu'il faut une terrasse, pas de terrasse, est-ce qu'il faut un parking, pas de parking, est-ce que je prends un studio, un T2, un T3, une maison, tu vois, en fait, quand tu démarres, tu sais pas tout ça, quoi. Est-ce que c'est plutôt des familles qui vont louer, des gens seuls? Bon, il y a eu tout ça. Et étonnamment, la crainte de la distance, je l'avais pas trop, parce que c'est où je te dis, je devais avoir un truc déconnecté. À un moment donné, j'ai même sérieusement envisagé la possibilité de me dire, c'est pas grave, tous les week-ends, je ferai l'aller-retour depuis Paris pour faire les check-in, check-out, tu vois. Non mais le mec, tu vois. Heureusement, les choses se sont passées différemment, parce que je pense que j'aurais pas tenu très longtemps, tu vois. Mais à l'époque, je sais pas, peut-être que ça te l'a fait, ou peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà investi à qui ça l'a fait. Tu sais, quand tu es tellement déterminé à passer à l'action, qu'en fait, tu trouves des solutions, même loufoques, mais pour tout, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, ouais, les craintes, c'était ça, quoi. Et puis, c'était qu'est-ce que je fais comme rénovation, comme prestation, comment je décore. Mais bon, après, tu te dis, à un moment donné,
Ouais, le truc un peu fou, c'est que tu dis on va y aller et on verra bien. Tu vois. Ouais, c'est ça. Quand le problème se présentera, je trouverai une solution. Exactement. Ouais, puis voilà quoi. Sinon, tu fais rien en fait. Sinon, si tu te poses trop de questions, si tu attends d'avoir les réponses de tout, c'est bien d'avoir la vue d'ensemble, mais si tu attends d'avoir les réponses pour chaque étape, mais tu fais jamais rien, quoi. Tu passes pas à l'action en fait. Ouais. Donc toi, au final, en l'espace de 2 mois, tu es passé massivement à l'action, enlever toutes les barrières, etc. Donc tu t'es lancé, tu as investi là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé du coup par la suite? Tu as continué? Tu as eu tes premiers résultats? Ouais, alors ce qui est assez fou, c'est que bon, ça s'est fait assez bien, tu vois, l'achat du bien, le crédit, etc. Machin. Et il y a un truc qui m'a marqué. Et ça a été le deuxième déclic, on va dire. Le bien est prêt, en gros je signe au mois de décembre, il y a des travaux, etc. On arrive début avril, le bien est fini. Okay. Prêt à la loc, vacances de Pâques, etc. J'habitais pas sur place, hein, rappelle-toi, donc je prends des photos vite fait à l'arrache, je me casse, semaine de boulot. Je fais mes annonces le soir, tant bien que mal sur... je crois qu'à l'époque, il y avait une seule plateforme sur laquelle j'avais mis, c'était Abritel, tu vois. Ouais. Parce que moi, c'était location de vacances majoritairement, donc Abritel collait bien. C'est la première sur laquelle j'ai mis l'annonce et je crois que 48 heures après, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais en réunion au boulot, je te dis pas, je me faisais chier, tu vois. Et tu sais, réunion commerciale, ça parle et tout, et là, tu dis qu'est-ce que je fais là, quoi. Et j'ai une notif sur mon téléphone et je vois ma première réservation. Et ce qui est fou, c'est que c'était donc 15 jours pour le mois d'août et le montant de la réservation, c'était à 10 € près le même montant que mon salaire mensuel net. Énorme. Et là, je sais pas si tu captes le truc, tu dis attends, là je me lève tous les matins, je passe mes journées à m'embêter, enfin heureusement pas tous les jours, mais tu vois là, en ce moment, et là tu dis sans rien faire, il y a un mec qui vient de me payer la même chose qu'un mois de salaire, quoi, tu vois. Enfin sans rien faire, on se comprend, mais, oui, bien sûr. Mais tu vois, t'échanges plus ton temps contre de l'argent. Et la théorie c'est une chose parce que je savais, tu vois, mais je pense que ça te l'a fait aussi ce truc-là. Quand tu perçois ton premier loyer, quand tu le vis pour la première fois, c'est une sensation de malade quand tu dis mais ah ouais, ok. C'est ça. Voilà, donc ça c'est la première réservation, ouais. C'est un sacré souvenir. Ouais, donc ça, cette première réservation, ça a été un peu le déclic révélateur chez toi. Donc je pense que ça a bien continué à se louer. Ouais, carrément. Et est-ce que ça justement a fait naître d'autres choses en toi par la suite? Parce que là, c'était ton premier investissement, je sais que tu en as eu plusieurs par la suite. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur l'enchaînement de tout ça? Alors l'enchaînement, la première année, j'ai tout fait moi-même. Grosse erreur, mais c'est comme ça que tu apprends. Et puis surtout, la première année, moi, tu sais, j'étais coincé dans une vision old school de la location saisonnière où tu loues du samedi au samedi. Okay. Donc j'ouvrais le calendrier que du samedi au samedi pour une semaine. Ouais. Et je me suis rendu compte au bout d'un an, même pas un an d'exploitation, que déjà je refusais beaucoup de réservations parce que je pouvais pas faire du mardi au vendredi par exemple, et puis que ça me bouffait tous mes week-ends de me faire les allers-retours malgré tout, tu vois. Donc je dis ok, à un moment donné ça va pas. Ouais. Donc déclic de la délégation. Moi, je te la fais en accéléré, hein, parce qu'à l'époque ça se savait pas trop qu'on pouvait déléguer, mais donc j'ai trouvé une personne pour déléguer. Le chiffre d'affaires a explosé. Je suis passé de 7 000 € la première année à quasiment 20 000 la deuxième, tu vois. Okay. Pour 2 500 € de délégation. Donc autant dire que j'ai quand même gagné beaucoup plus d'argent, tu vois. Et du coup, j'ai acheté un deuxième appartement. Donc sans refaire les erreurs du premier, qui a cartonné pareil, tu vois. Et là, j'ai pas attendu un an de plus. C'est que j'ai acheté l'appartement, j'ai commencé à l'exploiter au mois d'août. 2 mois après, j'étais déjà en recherche d'un autre bien, tu vois. Je dis c'est bon, on accélère. La machine lancée. Alors dans le même temps, quand tu commences à percevoir des gros revenus passifs, t'as de moins en moins, t'as une motivation qui est de plus en plus faible pour le boulot en lui-même, tu vois, parce que tu dis attends, là je bosse 50 heures par semaine pour gagner beaucoup moins que ce que je gagne avec mes locations, tu vois. Donc à un moment donné, voilà. Et mais du coup, pour aller plus vite, si tu veux, je me suis dit, si je dois acheter des appartements comme ça, c'est long, ça prend du temps et c'est épuisant. Et c'est comme ça que je suis venu à l'achat d'immeubles de rapport en fait. Ok. Ouais. Un jour, je sais pas pourquoi, pour moi un immeuble ça coûtait très très cher. Et un jour en faisant mes recherches, par hasard je crois que je suis tombé sur une annonce immeuble de rapport. Le budget était à peu près le même que les appartements que je visais, tu vois. Ok. J'ai dit attends, c'est quoi l'arnaque là, tu vois. Donc je regarde l'annonce, je me dis mais attends c'est un truc de ouf. Et du coup j'ai commencé à me rendre compte qu'il y en avait plein des immeubles, tu vois, à tous les prix, etc. Et j'ai dit mais attends, à un moment donné. Plutôt que d'acheter les appartements un par un, pourquoi tu les achètes pas 3 par 3 ou 4 par 4, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti dans les immeubles de rapport, quoi. D'accord, voilà. donc c'est ça. Donc tu as enchaîné 1, 2, 3 biens. Voilà. Après tu t'es dit j'ai envie d'accélérer, j'en ai marre, ça va trop lentement. C'est ça.
Immeuble de rapport, parce qu'en plus c'est ça le truc, c'est que souvent, et je pense que c'est comment dire, une idée reçue commune, c'est qu'on se dit immeuble de rapport, c'est l'immeuble de 50 logements. Ouais, c'est ça, tu sais, en plein Paris, ça vaut 10 millions d'euros, 15 millions, j'en sais rien moi, tu vois, mais non, en fait, pas du tout. Moi, les immeubles que j'ai achetés, pour être très transparent en chiffres, ils m'ont coûté respectivement, enfin les deux premiers, 150 000, 142 000, tu vois. Ouais. Donc on n'est pas sur des budgets de fou, quoi. Et c'est 3 logements, 4 logements, enfin tu vois, moi je cherche que des immeubles. Le budget optimal que je vise, c'est 3 à 4 logements et 200 000 euros, tu vois. Okay. Voilà, ça c'est le type d'immeuble que j'achète. Donc c'est pas des budgets de fou, quoi, tu vois. Enfin voilà. Et donc déjà d'acheter des immeubles loués à l'année, tu avais des belles rentabilités. Et puis un jour, je me suis dit, si je fais ce que je fais avec les appartements en location saisonnière dans un immeuble de 3 appartements, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Je te dis pas les résultats, c'est indécent. Non, mais tu vois, si j'ai un exemple phare, il y en a un qui est assez fou. Tu as 4 lots dans l'immeuble. Le truc, il génère plus de 4 000 euros de loyer par mois, tu vois, pour 4 appartements, quoi, tu vois. Et si tu enlèves toutes les charges, le crédit, etc., bah, ça, c'est la stratégie phare. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends à beaucoup de mes clients, mais c'est que un immeuble, ça te génère 4 000 euros de loyer, donc tu te retrouves grosso modo à 1 500 euros de cash flow net avant impôt, tu vois. Donc, c'est pas mal, quoi. Ouais, complètement. C'est hyper puissant parce que là, comme tu le dis, avec un budget du coup de moins de 200 000, tu arrives à générer ce type de rente derrière. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, tu as utilisé 2 leviers en fait d'accélérateur. Le côté immeuble de rapport. Ouais, donc, comme ça, tu en as plus sur une seule opération, donc tu as plus de biens. Couplé avec la stratégie de location courte durée pour doper la rentabilité. Exactement. Et en plus de ça, du coup, en fait, c'est ça qui est puissant, c'est que ça te permet aussi de lancer un genre de peut-être de mini-concept que tu as mis en place, genre d'appart-hôtel. C'est un peu ça que c'est ça, ouais. Bah, en fait, ce qui est énorme avec l'immeuble, c'est que tout ce que tu as appris avec les appartements, tu peux le dupliquer et tu peux même faire mieux parce que toi qui es un pro de l'automatisation, de la délégation, on le sait maintenant, tu vois, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu automatises à mort et que tu te professionnalises. Et du coup, l'immeuble, il permet vraiment ça parce que moi, tu vois, dans un de mes immeubles, j'ai un local commercial au rez-de-chaussée, j'ai condamné une partie du local et j'ai fait une buanderie sur place pour la personne, pour ma prestataire, tu vois. Ouais. Elle n'a pas besoin de ramener le linge chez elle, de le laver et puis de revenir avec. Elle, en gros, elle arrive après une réservation, elle défait les draps, elle fout tout dans la machine. Pendant que la machine tourne, elle nettoie l'appartement. Okay. Quand elle a fini, la machine est finie, elle met au sèche-linge. Elle peut même se barrer, faire d'autres activités pas pour moi, tu vois, et elle revient le lendemain, elle repasse et tout, etc., tu vois. Et en fait, elle est vraiment autonome et ça te permet plus facilement aussi d'automatiser les check-in, check-out. Quand tu es dans un immeuble, tu demandes l'autorisation à personne pour mettre des boîtes à clés, tu vois, c'est tranquille, quoi. Ouais. Et moi, j'ai poussé le truc à l'extrême avec caméra dans les parties communes. Okay. Que dans les communs, parce que tu n'as pas le droit dans les parties privées. Bien sûr, les clients sont au courant, mais ça élimine quoi? Ça filtre beaucoup les mauvais locataires, mine de rien. La prostitution, les trucs comme ça. Quand tu dis, alors moi je le tourne toujours pour votre sécurité, les parties communes sont sous vidéosurveillance, tu vois, et ça n'a jamais gêné qui que ce soit, ou alors les gens ont annulé, mais j'en ai eu très peu, tu vois, et tu te dis avec le recul, c'est pas des gens que j'aurais voulu avoir de toute façon, quoi. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est que l'immeuble, ce qui est bien, c'est qu'il te permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise sur tous ces petits plus qui te permettent au final de gagner de l'argent, en fait, quoi. Complètement. Voilà. Ouais. Donc excellent. Donc donc c'est ça. Au final, tu as créé ton propre écosystème qui te permet donc d'accélérer vers ton indépendance financière parce que c'est ça le truc, c'est qu'au final, en un investissement, tu peux limite remplacer presque ton salaire sur un investissement. C'est ça. Alors moi je dis, tu génères l'équivalent d'un salaire. Voilà. Maintenant, ce serait suicidaire de se dire, j'ai généré 1 500 euros de cash flow, je quitte mon job parce qu'on va pas se mentir, tu as quand même des frais en face. Tu vois, faut pas tout dépenser parce que tu vas avoir l'entretien régulier des trucs, tu vois. Mais ce qui est puissant, c'est qu'avec une seule opération de ce type, tu peux déjà mettre beaucoup de beurre dans les épinards tous les mois. Tu vois, si tu cherches un complément de revenu, tu peux passer à mi-temps. Si le but, c'est que, je sais pas, ta femme, par exemple, elle arrête de bosser, tu peux le faire, tu vois. T'as pas besoin d'enchaîner les opérations. Et je trouve ça d'autant plus pertinent dans une époque où on a de moins en moins de temps et où les banques, peut-être, elles vont plus vite bloquer l'accès au crédit avec des conditions qui se durcissent. Moi, ce que je dis à mes clients et là où on partage cette vision, c'est de se dire, quitte à se décarcasser pour avoir un prêt IMO, autant que ça en vaille vraiment la peine, tu vois, avec un truc qui va te permettre de faire de belles choses. Et l'autre avantage de l'immeuble de rapport, c'est que si vraiment tu es un peu flippé, tu n'es pas obligé de choisir un mode d'exploitation. Tu peux très bien te dire, il y en a un, je le mets à l'année, là je mets une coloc, là je mets de la courte durée, tu vois. Et ça c'est cool parce que tu peux toucher à tout en fait. Ouais. Puis c'est ça, tu gères avec la flexibilité en plus de ça, donc c'est hyper pratique et c'est hyper complet en fait comme modèle. Exactement. Du coup donc toi tu t'es spécialisé au final dans l'immeuble de rapport parce que maintenant tu fais quasiment que ça. Comment ça continue à évoluer donc ton parc
Parce que du coup, tu as commencé par des apparts, immeubles de rapport. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, ça y est, j'en ai assez, j'arrête, ou je continue à investir? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors en fait, non, j'arrête pas d'investir, ça c'est pas possible. Hors de question. Par contre, le fait d'être passé sur les immeubles de rapport m'a fait prendre conscience d'une chose, je ne veux plus de copropriété. Okay. Je ne veux plus d'appart en copro, alors, sauf exception, on est d'accord, mais dans l'ensemble, parce que au-delà de cette flexibilité, de ce contrôle que tu as sur ton investissement, il y a aussi une notion de coût, tu vois, qui fait que déjà, tu n'as pas de frais de syndic tous les mois. C'est quand même une économie non négligeable. Hein. Moi, je l'avais chiffré, tu vois, tu dis un appartement standard avec 70 € de charge de copro par mois. Sur 3 apparts, 3 x 7, 21, ça fait 210 €. Sur une année, ça te fait quasiment 2500 € à la louche, tu vois. Bon, c'est ça que tu économises, en fait, tu vois, avec un immeuble, quoi. Et voilà, t'attends pas pour faire les travaux. Si tu as envie de faire des travaux, tu les fais. Si tu n'as pas envie de les faire, tu les fais pas. Enfin, tu es chez toi, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais. Donc, du coup, non, maintenant, pour répondre à ta question, les apparts en copro, c'est fini. Même sur un arbitrage, tu vois, je vends plutôt les apparts en copro et je garde les immeubles. Et l'investissement, moi, maintenant, c'est soit de l'immeuble, soit maison individuelle, tu vois. D'accord. Mais que de la monopropriété. Ok. Ouais. Donc pour avoir le contrôle, pour éviter de se faire chier entre guillemets avec les autres copropriétaires qui peuvent te poser des limites, c'est vraiment ça. C'est vrai que quand on fait de la location de courte durée, en plus c'est ton modèle, donc ça peut être les copropriétaires peuvent voir le côté un peu malsain de faire du Airbnb, etc. Et puis ça peut créer de la jalousie. Donc là tu t'embêtes plus avec tout ça, immeuble de rapport, maison individuelle. C'est ça. Et comme ça c'est réglé. T'es chez toi et personne t'embête, quoi. Voilà. Je pense que c'est le modèle hyper puissant. Et du coup, justement, parce que tu as enchaîné les investissements IMO, mais à quel moment tu as arrêté de travailler? Parce que ça, c'est intéressant de le savoir, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu travailles plus. Alors, ouais, si, je bosse. Tu bosses, mais d'une autre manière. À quel moment j'ai quitté le salariat? Voilà, le salariat, pardon, oui, c'est ça. En fait, donc les 2 premiers apparts et les 2 premiers immeubles m'ont permis de générer en cash flow bien plus que mon salaire, que mon ancien salaire, tu vois. Okay. Vraiment bien plus. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, purée, en fait, tu réalises que tu peux arrêter. Et dans la même période, mon courtier m'a dit, de toute façon, là, vous allez être coincé un moment en termes d'investissement, parce que je crois que j'étais à 42% d'endettement, et que ça commençait à piquer un peu. Et je me suis dit, après tout, ouais, tu vois, puis j'en avais vraiment marre de mon boulot, donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, vas-y, tu lâches. D'accord. Et que j'ai plus ou moins bifurqué. Après, ça s'est fait plus ou moins naturellement d'avoir à côté une activité de coaching, d'accompagnement, de formation. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je te disais que j'aime pas trop le terme rentier. Quand j'ai quitté mon boulot, moi j'ai pris 4 mois de vacances. D'accord. J'ai fait un road trip aux États-Unis, je me suis baladé aux 4 coins de la France, je suis allé voir mes potes et tout, donc c'était super cool. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, au bout de 4 mois, tes potes ils bossent, tout le monde bosse, tu t'appelles, c'est un peu la pub du loto, tu fais quoi aujourd'hui? Ça te dit on se fait un ciné? Non mec, je taffe, tu vois, donc ok, bon Et puis à un moment, en fait, tu t'emmerdes un peu, quoi, tu vois. Clairement, on va pas se mentir, et on n'est pas fait pour rien faire. Mais la grande force, une fois que tu n'as plus cette pression financière, c'est que tu fais les choses que tu aimes. Tu fais plus les choses parce qu'il faut que tu ramènes de l'argent à la maison tous les mois, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, comment je vais occuper mon temps? Et à cette époque-là, j'avais un blog, tu vois, qui existait depuis 1 an sur l'immobilier et qui commençait à avoir des lecteurs réguliers. Et il y en a régulièrement qui me disaient, mais Julien, est-ce que ça te dit de m'accompagner? Tu fais du coaching, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. C'était même pas encore de la formation à l'époque, c'était vraiment du coaching. Les mecs me disaient, mais moi, j'ai envie d'investir, mais j'ai pas envie de me planter. Est-ce que tu peux m'accompagner, tu vois? Et le truc a démarré comme ça, quoi. D'accord. Ok. Et en plus, et pour clôturer là-dessus, en plus à l'époque, il y avait une deuxième motivation qui était plus personnelle, c'est que mon ex maintenant, mais à l'époque c'était pas mon ex. En fait, l'idée c'était qu'on puisse voyager tous les deux. Donc moi, j'avais généré avec l'immobilier de quoi remplacer mon salaire, mais j'avais pas de quoi faire vivre 2 personnes. Enfin, ça aurait été un peu limite et un peu dangereux surtout. Et du coup, le fait d'avoir cette activité, il y avait aussi un projet de se dire, écoute, si dans 1 an ou 2, ça permet à elle aussi d'arrêter de bosser, tu vois, et qu'on puisse voyager à 2, enfin vraiment bouger ensemble, ce sera super, parce que là, tu vois, là par contre, tu kiffes, là, tu vois. Ouais. Et voilà, c'était ça vraiment le démarrage de cette activité-là. D'accord, ouais, donc c'était l'idée de créer du coup ton indépendance financière au final, quand tu as accéléré, pouvoir kiffer à 2, le fait de voyager. Donc là, comme tu l'as dit, les 4 mois, ça t'a vite fait le tour au final. C'est ça. Mais du coup, rappelle-moi, je suis pas sûr que tu as dit en combien de temps, entre le moment où tu as fait ton premier investissement et le moment où tu as quitté ton travail de salarié, combien de temps ça t'a pris? 3 ans.
3 ans. Donc 3 ans. 2014-2017 en fait. D'accord. 3 ans, combien d'investissements tu as fait 2 apparts, 2 immeubles. D'accord. C'est vraiment les immeubles en fait qui m'ont fait, qui ont été le booster et particulièrement le fait d'exploiter ça en courte durée en fait. Ok. Tu vois, je pense que le même parc immobilier pas en courte durée, clairement, j'aurais pas pu, tu vois. Ok, ouais, voilà. Donc c'est vraiment coupler les deux qui a fait accélérer le process. En fait, voilà, tu as vraiment 3 ans d'investissement immobilier physique pur et dur. Maintenant, si tu rajoutes les 2 années où j'avais commencé par investir en immobilier papier en bourse, bah, en fait, c'est 5 ans, quoi, parce que je me suis vraiment intéressé à l'investissement en 2012 et j'ai quitté mon boulot en 2017. Ok, donc du coup, ouais, donc tu as enchaîné donc, ces investissements-là, donc ça t'a permis de générer l'équivalent de ton salaire, voire plus, ouais. Ce qui t'a permis de quitter ton travail de salarié. Et du coup, justement, dans tes projets d'investissement, est-ce que tu as toujours investi toi tout seul ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es associé ou tu as fait des choses qui t'ont permis d'accélérer aussi par rapport à ça? Alors non, je me suis jamais associé, j'ai toujours fait tout seul jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que je suis fermé et que je le ferai pas. À une exception, c'est que là, mais bon, on va pas parler d'investissement, on va plutôt parler de placement plaisir. J'ai acheté une maison en bord de mer, tu vois, une maison familiale, et je me suis associé avec mon frère, ma soeur, ma mère, tu vois, mais c'est vraiment, c'est plus dans une optique d'avoir du. Là, on est sur du patrimonial, tu vois, c'est pas un truc qu'on va louer, c'est un truc qu'on va utiliser nous. Et donc le fait d'être associé permet d'avoir cette en SCI familiale, tu vois, d'avoir cette structure. Mais sinon, non, pour l'instant, pas d'association. Alors pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien être au contrôle, tu vois. Je pense que tu as compris, pas de copro et tout. Et j'ai encore cette appréhension de l'association qui pourrait se traduire par le fait que tu n'as pas le contrôle total et voilà quoi. Ouais. Et sur l'IMO, ça m'embête un peu. Je pense que je serais beaucoup plus open à faire des associations sur du business, sur des créations de boîtes ou des trucs comme ça, tu vois. Mais sur de l'IMO, à moins qu'on se dise, voilà, on a une super opération d'achat-revente et là, il faut qu'on mutualise des fonds pour acheter le truc, tu vois. Ouais. Mais sur du locatif, non, je le ferai pas. Non, pas forcément. Ok. Et du coup, parce que là, si on revient rapidement sur le fait que tu exploites tes biens, parce que ça aussi, c'est une crainte de la plupart des gens en location courte durée, est-ce que ça te prend du temps, justement, dans cette partie gestion? Parce que vu que tu as de nombreux biens aujourd'hui qui sont répartis sur différents types d'investissements, est-ce que ça te prend du temps à gérer à ce niveau-là? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça m'en prend un peu, tu vois, mais allez, 30 minutes par semaine, quoi. D'accord. Tu vois, tout est automatisé. Donc, le channel manager, il va gérer tous les trucs pour moi. J'ai une personne sur place qui va s'occuper des ménages, de lavage des draps, etc. Elle me prévient quand il n'y a plus trop de consommables. Je fais un drive, elle va le chercher. Donc, tu vois, en plus, avec le local commercial, elle a de quoi stocker. Donc, en général, j'ai 3 à 4 mois de stock d'avance. Donc, t'es tranquille. Ouais. Donc, au final, non. La gestion quotidienne, c'est quoi? C'est peut-être ponctuellement si un locataire a un problème, tu vois, genre je sais pas, moi la télé fonctionne pas, etc. Bon voilà, mais c'est 5 minutes, 10 minutes. Et après c'est juste checker, en fait c'est plutôt faire mon suivi, tu vois. Okay. Alors tiens, le mois il s'est écoulé, la semaine s'est écoulée, j'ai eu quoi comme réservation, chiffre d'affaires, je vérifie que j'ai bien reçu les virements correspondants, les paiements, les cautions, qu'il n'y a pas eu de soucis. Voilà quoi. Ouais, c'est plus de la gestion entrepreneuriale au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu checkes un peu au niveau de ce qui se passe, peut-être le calendrier, voir la période de l'année, s'il y a peut-être des choses voilà. Moi je suis en exploitation, enfin je suis en gestion semi-autonome, c'est-à-dire que c'est automatisé, mais je garde quand même la main. Voilà, c'est ça. Tu vois, notamment sur les tarifs et tout. Et oui, dans les 30 minutes, il va y avoir aussi, la période est un peu plus creuse. Qu'est-ce qu'ils font les concurrents comme prix, tu vois? Est-ce que je fais une promo, pas de promo? Est-ce que je propose un truc, tu vois? Voilà, mais c'est pas. C'est la gestion entrepreneuriale, comme tu dis. Ça me prend pas plus de temps que ça. Ouais, donc au final, oui, c'est ça. Donc sur ton mode de gestion, donc tu as vu que tu as ce souci de contrôle, tu préfères garder la partie, on va dire, commercialisation, déléguer la partie logistique sur place, plutôt que tout déléguer, par exemple, à une conciergerie qui aurait, je pense, aussi de l'impact sur ta rentabilité et qui contrôlerait tout à ta place. Donc toi, tu vas avoir Et donc, par rapport à ça, donc le meilleur système que tu as trouvé à mettre en place, c'est ce format hybride. Moi, j'aime bien appeler ce type de format hybride. Donc, tu as mis en place tes immeubles, ta LCD, tu as mis en place ton système de gestion semi-hybride, donc automatisé, personne sur place. Donc tu as eu cette vision entrepreneuriale de ces projets et je pense que c'est ça aussi la clé, je pense, de la réussite de tes projets, c'est d'avoir cette vision entrepreneuriale. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de développer peut-être par la suite? En fait, ce qui est fou, c'est que si tu m'avais dit quand j'ai démarré dans l'IMO que ça m'ouvrirait l'esprit vers l'entrepreneuriat au sens large, j'y aurais pas cru. Et le fait d'avoir fait ça d'abord avec l'IMO, de l'avoir professionnalisé, parce que c'est vraiment ça la vision. Moi, je vois l'IMO comme un business, on professionnalise le truc. Ça te montre que tu es capable d'entreprendre. Donc après, voilà, j'ai développé aussi cette partie accompagnement, formation. Et du coup, tu me parles de projets pour la suite. Mais en fait, je dois avoir une dizaine de projets de création de business, pas forcément liés à l'IMO. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont très très loin de l'IMO. Mais en fin de compte, c'est que
tu mets le doigt dans un truc sans t'en rendre compte, et après c'est comme si tu déroulais une pelote de laine et tu dis ouais, en fait tu as des idées qui deviennent plus vite que ta capacité à les exécuter ou que tes moyens financiers pour les mettre en place, etc. Et donc mes projets pour la suite, j'ai des projets dans l'IMO, notamment de réinvestissement dans des immeubles pour cette année. Là, je suis en recherche en ce moment parce qu'il y a des belles choses à faire. Projet de développement pour la partie aussi formation, j'ai des nouvelles formations, des événements type mastermind, il y a beaucoup de choses qui vont voir le jour cette année aussi. Et du coup, des projets plus ou moins liés. Je suis sur le point de sortir mon bouquin, tu vois. Je vais raconter un peu mon parcours de façon plus approfondie, et il y aura aussi une partie vraiment IMO pure et dure. Il est fort possible que ça c'est de l'avant-première, hein, c'est pas voilà. Mais comme j'adore en fait la partie formation, tu vois, j'adore enseigner aux gens, et il y a de fortes chances que dans les mois à venir je sois aussi enseignant en école spécialisée, tu vois, sur la partie immobilière. Ouais, c'est un truc qui me tenait à cœur, parce que IMO et éducation financière, parce que tu vois, je me rends compte que malgré tout on n'est pas préparé à ça. Tu vois, l'éducation financière c'est quand même hyper important, et ça va l'être de plus en plus à mon sens. Et je me dis, si tu as la capacité de planter une petite graine dans la tête d'étudiants ou étudiantes qui ont la vingtaine, tu vois, tous ne vont pas percuter, mais s'il y en a qui percutent, je me dis, si moi on m'avait dit à 20 ans ce que je sais aujourd'hui, mais je me dis que je serais allé 10 fois plus vite, tu vois, et j'aurais pu faire des trucs encore plus fous. Et je me dis, si tu arrives à leur donner les bonnes bases au bon moment, ça peut faire une sacrée différence, tu vois, dans leur vie, et voilà quoi. Et donc j'ai ce projet-là, et puis j'ai quelques projets de création de boîte, mais je peux en parler, ça n'a rien à voir avec l'IMO, quoi. Donc, mais c'est pas grave, parce que moi justement c'est ça que je veux partager, c'est pas que il y a pas que l'IMO, c'est que justement tu t'es servi de l'IMO comme pilier et pour sécuriser ton avenir, développer d'autres projets. Donc là on va parler un peu plus d'entrepreneuriat, parce que c'est pas axé justement pur IMO. Et moi c'est ça que je kiffe, c'est que tu t'es servi du pilier IMO LCD pour accélérer dans tes projets, créer ton indépendance financière. Tu t'es aussi orienté grâce à la casquette entrepreneuriale sur des projets donc de formation. Justement, est-ce que tu peux en parler un peu plus là-dessus, parce que là, ce que tu mets en lumière, c'est ta passion pour accompagner les gens, pour les coacher un peu à l'image de toi, ce que tu as mis en place, les aider à dupliquer ça pour eux. Justement, est-ce que tu peux en parler plus de tout ça? Ouais, après, si tu veux, la partie formation, c'est pas compliqué. Hein, c'est depuis que au début, j'ai créé le blog pour aider les gens, mais il y avait zéro contrepartie financière. En fait, c'était je partage l'info que je récupère. Et puis bon, de fil en aiguille, je te disais, les gens ont commencé à me demander du coaching. Donc j'ai coaché une première personne, puis une deuxième, puis une troisième. Et alors, en fait, le truc est parti comme ça assez naturellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je propose? Je fais, il y a de la formation. Tu vois, la méthode que je t'ai expliquée, moi, je l'ai appelée, je lui ai donné un nom, je l'appelle investir et réussir, cette méthode d'acheter un immeuble et de l'exploiter en courte durée. Ça cartonne parce que j'ai plein de clients qui l'appliquent et ça fonctionne même très très bien. D'ailleurs, je te disais en préparant l'interview, j'ai un client la semaine dernière qui, sur de la courte durée, me disait qu'il avait réussi à louer jusqu'à 400 € sa nuit. Tu vois, c'est un truc de malade, quoi, tu vois. Et t'es fier quand tu as ce genre de retour, tu vois. Et d'avoir des témoignages de gens qui te disent qu'ils ont changé de vie, quel que soit le niveau de changement de vie. Il y en a qui ont changé de taf, il y en a qui ont pu payer des études à leurs enfants. Enfin, tu vois, peu importe le résultat, c'est beau, quoi. Et donc sur ça, j'essaie de proposer un scope assez large de prestations, parce qu'il y a des gens qui sont très formation en ligne, il y a des gens au contraire qui vont avoir besoin d'un accompagnement perso, one-to-one, ça je le fais. Séminaire, tu vois, séminaire en présentiel pour rencontrer du monde. À une époque, je faisais même de la recherche de biens. Je faisais partie d'un réseau. Et j'ai arrêté parce que j'ai pas le temps, tu vois. Mais en fait, pour en faire des choses, quoi. C'est que tu as l'ouverture de nombreuses opportunités. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Quand tu t'es lancé au début, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu allais devenir coach peut-être ou formateur dans Pas du tout. Non, pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Non. Et en fait, c'est vraiment, on en apprend tous les jours, tu vois, parce que tu m'aurais dit ça il y a 6-7 ans, je t'aurais pas cru, mais tu m'aurais encore dit il y a 2 ans que j'aurais eu d'autres projets en dehors de l'IMO et de cette partie formation, je t'aurais pas cru non plus, tu vois. Et en fait, la vie avance, tu fais des rencontres, tu développes des compétences, tu t'ouvres aussi à des nouvelles idées, et tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire plein de choses, quoi. Ouais, donc c'est devenu, en fait, c'est une véritable passion, ce que tu fais aujourd'hui. Puis même ça se sent dans ce que tu partages. C'est qu'au final, c'est ça. Donc tu as réussi à créer cette indépendance financière, créer une activité qui te passionne. Et aujourd'hui, tu vis de ça, tu kiffes faire ça, j'imagine. En fait, juste pour compléter, tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais l'IMO, c'est vraiment le truc accessible à tout le monde, ou presque, qui te permet de sécuriser. Moi, ça m'a permis de me dire, quoi qu'il arrive maintenant,
que je me casse la figure ou pas, que ça marche ou pas, je suis sécurisé financièrement. Et ça, c'est un vrai luxe parce qu'après, tu prends le temps de faire les choses, que tu aimes, et surtout, tu prends le temps, c'est important, tu prends le temps de les faire correctement. T'es pas sous pression parce que si je rentre pas d'argent dans un mois, je suis à la rue et tout. Et du coup, une fois que tu as plus cette pression, que tu fais les choses vraiment qui te plaisent, t'as le loisir de te dire vas-y, je vais prendre 2 mois pour réfléchir à mon prochain projet et être formé sur le truc, etc. Et ça, c'est un vrai luxe, quoi. Et justement, rapidement pour revenir sur un truc, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais… Donc ouais, c'était pas forcément l'idée d'être rentier, tu n'avais pas forcément des grands objectifs ou des grandes ambitions. C'est vraiment s'y aller au fur et à mesure. Ouais. Donc tu avais peut-être des petites ambitions, mais au fur et à mesure, tu as gravi les marches. Ouais, c'est ça. Quand j'ai acheté mon premier bien, je me disais déjà, si j'arrive à investir dans un bien et à avoir un complément de revenu, j'étais content, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que tu évolues, tu montes des marches, comme tu dis. C'est sûr que quand tu es là et que tu sais que tu peux faire ça, ça te paraît lointain. Mais quand tu es là et que tu te dis, bon, je vais viser ça, une fois que tu es là, tu dis, maintenant je peux faire ça. Et ainsi de suite, tu vois. C'est comme ça que ça monte, quoi. Ouais. Donc c'est ça, donc tu es lié à ce côté passion. Donc c'est ça, c'est le côté. Donc montrer aux gens comment eux ils peuvent faire aussi. Mais ce que tu dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu proposes pas uniquement de la formation pour aider les gens, c'est que tu aimes réunir les gens, de ce que je comprends. Si tu fais des séminaires, si tu fais des masterminds, c'est ce qui plaît. Je pense que c'est ce qui. Je fais aussi, j'en ai pas parlé, mais de temps en temps, j'appelle ça des journées bootcamp, tu vois. Je prends des gens, je les emmène sur mes immeubles et je leur montre ce que je fais, tu vois. Je leur montre comment les travaux, l'automatisation, tu vois, c'est du concret, quoi. Et moi, je trouve ça hyper gratifiant de réussir, même si tu dis, même s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui transforme l'essai et qui arrive aussi à faire un truc, c'est super, quoi. Ouais. Excellent. Bon, après, même si j'aime entreprendre et tout, l'IMO, ça reste quand même la passion première, tu vois. C'est pour ça que je m'arrête jamais d'investir parce que, tu vois, quand je rentre ça me fait mal au cœur quand je rentre dans un appartement qui est vieillot ou déglingué, et quand tu vois le potentiel, tu dis non mais c'est pas possible. Il faut faire quelque chose là. Là tu sens le petit truc monter. C'est ça. Exactement. Ok, excellent. Et justement, maintenant qu'on en est là, c'est quoi tes projets pour la suite? Est-ce que tu peux partager justement, c'est quoi est-ce que tu as un rêve à réaliser aujourd'hui ou un grand kiff que tu aimerais faire? Est-ce que te permet de faire aujourd'hui? Est-ce que tu as mis en place? Ouais, j'aimerais. Alors, le problème, c'est que tu t'arrêtes jamais vraiment, mais moi, j'aimerais bien un jour avoir en rêve un peu business, tu vois, mais j'aimerais bien avoir une sorte d'écosystème qui permet de boucler la boucle de l'immobilier, tu vois. C'est-à-dire avoir la société de financement, la société de travaux, l'agence IMO qui peut aller sourcer les biens, tu vois, d'avoir vraiment toutes les bonnes personnes, mais avoir ces entreprises en fait et être complètement indépendant, tu vois, monter un gros truc et que tout ça soit après au service de projets de boîtes, mais plus des passions, tu vois, des passe-temps, quoi, tu vois. J'ai un truc à la con, mais avec mon frère et ma soeur, on se dit qu'un de ces quatre, on aimerait bien ouvrir une microbrasserie, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'IMO, tu vois. Et le truc, c'est toujours pareil, de te dire que si tu n'as plus la pression financière, que le truc marche ou qu'il marche pas, tu t'en fous, tu kiffes. C'est mieux quand ça marche, on est d'accord, mais en vrai, tu kiffes, tu vois. Et il y a des trucs comme ça. J'ai une autre passion, c'est les bagnoles et motos anciennes, tu vois. Et je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais bien avoir un garage de restauration automobile, tu vois, pour les remettre en état neuf, tu vois, des vieux trucs, tu vois. Donc, mais ça n'a rien à voir avec l'IMO, quoi. Et ça, ce serait un kiff, carrément. Mais c'est ça qui est encore plus puissant, c'est que tu le dis, hein, quelque part, c'est pas grave que c'est rien que ce soit rien à voir avec l'IMO, c'est que c'est des projets aujourd'hui qui correspondent à ta passion. Donc là, tu parles microbrasserie, tu parles moto à restaurer. C'est ça qui est kiffant, au final. C'est pour ça que tu fais tout ça au final. Et après, il y a un truc, mais ça je le fais déjà, c'est que j'adore voyager. Et bon, c'est vrai que j'ai déjà cette liberté de pouvoir voyager sans contrainte de temps. En général, moi je prends un billet aller, je prends pas de billet retour. Tu vois. Je dis, j'ai pas de patron qui m'impose de revenir au bout d'une semaine. Et si j'ai envie même des fois, je prévois de rentrer et je me dis, non, finalement, je vais rester 15 jours de plus, tu vois. Parce que tu as ce luxe-là. Et pour moi, c'est vraiment, plus qu'au-delà de l'argent, c'est le luxe du temps, tu vois. Parce que ça, c'est le truc qu'on a tous, on est tous égaux, mais que tu récupéreras jamais, quoi. Complètement. Ok, super. Merci pour tout ce partage. Avec plaisir. Est-ce que tu peux partager justement où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre, si on veut voir tes expériences? Yes, carrément. J'ai un site qui s'appelle immobilier-meublé.fr, sans accent. Sur ma chaîne YouTube, Julien Loboda, sur mon Instagram. Et c'est déjà pas mal, voilà. C'est déjà pas mal. Et là, si vous allez pouvoir retrouver, il y a des vidéos, il y a une pelletée de vidéos gratuites, des articles. Après, il y a aussi la partie bien sûr formation, tous les événements dont j'ai parlé, le séminaire. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Ok, super, nickel. Et justement, est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil ou une pépite à partager aux personnes qui nous regardent aujourd'hui?
Ouais, ça sera pas forcément lié à l'IMO, mais ça a un rapport quand même. C'est plus par rapport à ce que je te viens de dire, tu vois, le luxe, le temps. La pépite que j'ai envie de dire aux gens, c'est si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez envie de faire quelque chose, n'attendez pas, faites-le maintenant, quoi. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de procrastiner. On aime bien se chercher des excuses un peu bullshit, tu vois, pour remettre sans cesse à plus tard. Je sais qu'on a des contraintes. On est tous différents, on a des contraintes dans la vie, mais je suis convaincu qu'on a toutes et tous la possibilité de mettre en place une première petite action qui ensuite enchaînera la suivante et la suivante. Et le plus important, c'est de se mettre en route plutôt que de se dire non, j'ai pas le temps parce que si, parce que ça, tu vois. Et voilà, donc le meilleur conseil que je pourrais partager, c'est ça, c'est réfléchissez à ça. Quel est le truc que vous pouvez faire là maintenant ou demain ou dans la semaine, mais pas plus tard, qui vous rapprochera un petit peu de votre projet idéal, quel qu'il soit, quoi. Ok, super. Merci pour cette dernière pépite. Donc merci pour ce retour d'expérience. En tout cas, voilà, si tu as apprécié la vidéo, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. Partage-nous aussi en commentaire tes retours par rapport à ce que tu viens de voir, si tu as appris des choses. Et voilà, moi je te souhaite le meilleur pour la suite et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.